Bonsoir à ceux qui nous rejoignent, bonjour à ceux qui nous rejoindront jeudi ou dans la nuit de mercredi à jeudi. Je voudrais, avant de rentrer déjà un peu dans le sujet, puisque plusieurs auditeurs, à la suite de ma sortie sur l'aumônier de la rue, ont téléphoné. Alors une auditrice dit: le père de la rue a été aumônier du premier rep. Alors je rappelle que l'aumônier de la rue est celui qui a prononcé l'homélie lors des funérailles du capitaine sergent. Et je vais d'ailleurs, pour que les choses soient parfaitement claires, je m'en vais vous infliger, puisque vous le désirez, la lecture de la lettre ouverte que je lui ai adressée et qui est publiée dans le dernier numéro de Minute la France, parce que il n'y a pas de raison qu'on n'en profite pas. Voilà ce que je lui dis. Monsieur, célébrant les obsèques du capitaine Pierre Sergent, vous avez témoigné, prêtre et ancien légionnaire, de la prosternation de l'église officielle et de l'armée devant les puissants du jour. Pas une seule fois votre frileuse homélie n'a évoqué, sinon pour dédouaner prudemment ceux qui n'étaient pas d'accord, les combats que Sergent a menés toute sa vie. Pas un mot n'a salué sa résistance au reniement, son exil imposé par la vindicte gaulienne, son engagement dans les rangs du Front National. Pas une phrase n'a rappelé que le chef de l'OAS Métro fut traqué, exilé, condamné à mort pour crime de parole d'honneur. Pas un hommage n'a été rendu aux soldats politiques qui, aux côtés de Jean-Marie Le Pen, a affronté jusqu'au bout une société de lâches, de repus et de voleurs pour lui substituer un ordre fondé sur la justice et la hiérarchie des dons et des mérites. Aux insultes des ennemis de Pierre Sergent, vous avez joint vos silences poltrons. En même temps que sa mémoire, ce sont ses camarades de combat que vous avez bafoués, les héros brisés des guerres coloniales, les combattants salis de l'Algérie française, les défenseurs insultés de l'identité nationale. Catholique, fils d'un légionnaire tombé à Dien Phu, je croyais, monsieur, être un peu des vôtres. Vendredi, vous m'avez décidément fait changer de paroisse. Voilà ce que j'ai dit à ce monsieur, ce que je maintiens sans en changer un seul mot. Mais je donne quand même la parole aux auditeurs qui ont téléphoné, plusieurs auditeurs, pour prendre la défense du père de la rue, qui a été, nous dit donc cette auditrice, aumônier du premier REP et du deuxième RPIMA, et défenseur de l'Algérie française. Donc, pour son sermon lors des obsèques du Pierre Sergent, dit cette auditrice, il avait dû recevoir des consignes de l'épiscopat. Un autre auditeur nous dit, vous avez été dur avec le père de la rue, c'est un homme formidable, il a dû être empêché de parler dans notre sens. Eh bien, moi, je dis la chose suivante, c'est que si c'est un type si formidable que ça, j'en doute pas, ou il a pu être formidable, et puis devenir moins formidable, parce que ça arrive aussi. Moi, je connais beaucoup de légionnaires, il se trouve que c'est un milieu que je fréquente. Eh bien, il y a des légionnaires qui ont été des types formidables en Algérie, des types formidables en Indochine, et qui maintenant sont des salauds, ça existe. La saloperie, c'est comme la grippe, ça s'attrape, mais contrairement à la grippe, ça se guérit très mal. Et donc, il a pu être un type très bien, mais je maintiens de la façon la plus formelle que son homélie était scandaleuse, honteuse, et déshonorante pour lui, pas pour Pierre Sergent, qui vraiment, il en faudrait un peu plus pour déshonorer Pierre. Et pour terminer, je donne la parole à Jacques Zayek. Jacques Zayek, c'est un ami, c'est un homme pour qui j'ai infiniment de respect, puisqu'il a été un combattant de l'ombre, un combattant de l'Algérie française aux côtés du lieutenant de Gueldre. Et il dit, le père de la rue est un homme remarquable qui a démontré son courage en Indochine et en Algérie. Il écrivait aux OAS en prison. Eh bien, je répète ce que je dis. Le père de la rue était sans doute un homme formidable jusqu'à vendredi dernier, date des obsèques de Pierre Sergent. Et ce jour-là, il s'est conduit comme le dernier. Il s'est conduit comme un député socialiste, ou peu s'en faut. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire une homélie qui ressemblait à de la bouillie pour les chats, pour saluer les obsèques, pour saluer le corps d'un homme qui était devant lui, qui s'appelait Pierre Sergent, et qui a été un des grands personnages de l'histoire du XXe siècle en France. Ben, je trouve que Pierre Sergent méritait mieux que ça, et je répète que tant qu'à faire, de la rue aurait dû laisser la parole au père Argouache, qui lui, pour de multiples raisons, aurait certainement prononcé une homélie un tout petit peu plus, même beaucoup plus droite et juste à l'égard de Pierre Sergent. Je signale d'ailleurs à ce propos, puisque je parle de lui, que l'abbé Argouache organise dimanche une grande fête à Riaumont, où tous les amis du village d'enfants de Riaumont sont invités. Alors c'est pas loin pour y aller, c'est à 2 heures en voiture, on prend l'autoroute du Nord, on va à Liévin, et à Liévin on trouve très facilement le village d'enfants de Riaumont qui est très connu, et là il y aura une grande fête avec une prise d'habits, et puis une grande kermesse et des choses comme ça, et une très belle messe, parce que la messe à Riaumont dans une chapelle qui semble venir d'un village de Blanche-Neige
est généralement une merveille. Alors on y sera avec plusieurs amis et j'invite tous ceux qui aiment le scoutisme et qui aiment le Père Argouache à venir nous rejoindre dimanche 27, c'est-à-dire dimanche prochain, à Riaumont pour la grande fête du village d'enfants. Voilà, c'était un petit bout de la symphonie concertante de notre camarade Mozart, qui était peut-être formation, mais il était quand même pas mal dans la musique. Hein. Oui. Surtout qu'à l'époque, les formations étaient pas... Oui. Alors, vous venez de reconnaître la voix d'Alain Sanders, qui est passé nous voir comme ça pour parler de choses diverses, mais... Il avait de la lumière. Oui, il avait de la lumière, il est entré. Et il a relevé effectivement un propos qui mérite un petit peu dans la continuité de ce que disait Marc Demme, mais enfin, c'est plus dans une rubrique qu'on fait parfois à présent, qui est On vit une époque épatante. Monseigneur Billet, ce matin, interrogé sur le nouveau catéchisme qui vient de voir le jour en Italie et qu'on va avoir dans sa version française très prochainement d'ailleurs, et qui paraît-il est très gratiné, j'en ai pas lu mais j'en ai entendu causer, dit textuellement « ce n'est pas un livre pour les enfants ». Alors cette version « ne laissez surtout pas venir à moi les petits-enfants » me paraît tout à fait intéressante. Non mais les évêques, moi je dois dire que plus j'avance en âge et plus les évêques français me plaisent. Parce que quand un évêque français vient et dit le catéchisme c'est pas un livre pour les enfants, on se dit que quand même, il va y avoir des explications de gravure quand le moment sera venu. C'est tout ce que tu as relevé comme propos. D'autres choses reviendront peut-être en cours. Oui. Voilà. J'ai bien aimé. Donc voilà, faites attention, ne laissez pas traîner le catéchisme. Il faut qu'un enfant mette la main dessus ou l'œil dessus. Remarquez, les enfants ne lisent plus, alors on est tranquille. En revanche, ça dépend, ils lisent peut-être ça aussi. Il y a un magazine là qui s'appelle Tabou Santé. Tabou Santé qui est publié, je le précise, avec le soutien, c'est pas moi qui le dis, c'est les éditeurs de Tabou Santé, 24 rue de Tanger de Mort d'ailleurs, 75 019 Paris. C'est Madame Nania Montéja qui est rédactrice en chef et Pierre Guibert, directeur de la publication. Et alors ce Tabou Santé est publié avec le soutien de la direction des lycées et collèges, Bureau des actions de santé et de l'action sociale en faveur des élèves, du ministère de l'Éducation. Voilà. Alors si vous voulez vous abonner, je vous donnerai l'adresse et tout. Là, on prend un Tabou Santé, une page au hasard, par exemple c'est la page, il n'y a pas de numéro de page. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Victoria? Je sais pas, j'ai lu un article sur le... Oh là. Oui, alors voilà, il y a une photo d'une petite fille, photo d'une petite fille. La drogue douce. Non, ça c'est rien ça. Il y a une photo d'une petite fille. L'amour est à nous. Avec vous, Tabou remet le désir de vivre à sa vraie place. La première, voilà. Après, il y a des lettres cochonnes écrites par des enfants, donc c'est très intéressant. Enfin, prétendument écrites par des enfants, parce que quand on voit le style, on se dit qu'effectivement, c'est probablement des détraqués qui ont fabriqué des fausses lettres. Ensuite, il y a des pages où on voit un lapin qui fait avec une poule des choses que normalement les lapins font pas avec les poules. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un très bel agrandissement. Ça s'appelle Mon corps est à moi, bien sûr. Splendeur Tabou. Alors il y a un agrandissement d'une partie d'anatomie qu'en général on ne montre pas et qui est cliniquement montré là, mais c'est une astuce, car ci-dessus il s'agit d'un morceau d'une toile de Gustave Courbet. Alors comme c'est artistique, on peut rien dire. Le dessin est très courbet d'ailleurs. Oui, très courbet. Alors après, il y a des publicités pour des... Enfin, tout ça d'ailleurs n'est que de la publicité pour des préservatifs. Quoi. Voilà. Donc on nous explique en long, en large et en travers, si j'ose dire, comment, pourquoi et pourquoi faire. Tout ça est parfaitement obsessionnel. C'est-à-dire qu'il n'est question que de la question. Ensuite, il y a encore une toile qui montre une dame toute nue, mais c'est de l'artiste. Alors là, c'est un tableau de je sais pas qui, mais c'est un tableau artistique. Il y a naturellement un article sur l'homosexualité. Vous pensez bien que on ne pouvait pas s'en passer. Il y a encore une photo qui nous montre un monsieur et une dame dans une position et qui est intitulée « Le désir n'obéit pas à la raison ». Et puis l'essentiel, c'est quand même un article qui nous explique que la pilule ne tombe pas du ciel, avec au-dessus une photographie d'une manifestation contre le projet de loi qui vise à interdire l'avortement et à réprimer les médecins et les femmes qui ont recours en Pologne, bien sûr. Donc c'est naturellement un papier très favorable à l'avortement. Et puis la précision, la loi reconnaît aux personnes mineures le droit d'aimer,
Depuis la loi du 4 décembre 1974, les mineurs disposent du droit à la contraception sans avoir à demander l'autorisation de leurs parents, et peuvent se faire avorter, enfin patin couffin. Donc tout ça est distribué dans les écoles, avec le soutien, ce sont les éditeurs qui le disent, de la direction des lycées et collèges, bureau des actions de santé et de l'action sociale en faveur des élèves, du ministère de l'Éducation nationale, qui n'est d'autre, dont le patron n'est autre, vous le savez, que Monsieur Jacques Lang, ce qui explique tout. C'est pas compliqué. Pas de règlement de compte à hockey choral. Tabou santé, voilà. Donc vous savez que vos enfants, s'ils vont dans l'enseignement laïque, et peut-être même d'ailleurs dans un certain enseignement confessionnel, peuvent avoir accès à ce journal qui n'est pas autre chose qu'une incitation à la gaudriole. Voilà. Voilà. Je ne vois plus d'appels qui présentent des aspects nouveaux. Alors. Bon, je crois qu'on va en finir avec Maastricht, parce que décidément, c'est pas la meilleure nouvelle de l'année. J'espère qu'on en aura d'autres meilleures. Alors, il y en a une tout de suite, c'est que Roger, tu viens de publier un nouveau bouquin qui s'appelle SOS Hystérie. SOS Hystérie que j'ai fait avec Damien Barillet. Damien Barillet travaille au front, il a pas mal de fonctions, il est chef de cabinet plus ou moins de Bruno Maigret, il s'occupe des éditions nationales, et comme il travaillait à la composition de ce bouquin avec moi, je lui ai demandé qu'il le signe avec moi, hein, et on a travaillé pour terminer le bouquin tous les deux ensemble. Bon, les archives qui sont dedans, c'est ma collection personnelle, une partie de ma collection personnelle que j'ai ramassée pendant des années et des années. Et c'est assez ahurissant d'ailleurs, il faut reconnaître qu'il y a des documents qui sont renversants. Oui. Alors c'est une compilation de tout ce que tu as, les tracts, les affiches. Enfin, une partie des tracts et une partie des affiches depuis une dizaine d'années contre le Front National et contre Le Pen. Je veux dire que il y en a qui sont quand même assez gratinés. Les affiches que je les ai fait nettoyer, je les ai fait entoiler, et je pense qu'on fera une exposition au stand du CNC au BBR. Une exposition sur SOS Hystérie avec ces affiches et les principaux tracts qui sont dans le bouquin. Alors, en exergue du livre, il y a une très belle phrase de Daniel Cohn-Bendit. Oui. Je sais pas si pour les moins de 20 ans, qui sont d'un temps que on ne peut pas connaître. Je rappelle que Cohn-Bendit était un des grands agitateurs. Maintenant, c'est un vieux gros monsieur grassouillet. Un des grands agités. C'est un des grands agitateurs de mai 68, que les gaullistes fustigeaient d'ailleurs en le traitant de juif allemand, ce qui avait fait défiler tous les étudiants dans la rue, des étudiants dans la rue en disant nous sommes tous des juifs allemands. Parce que Daniel Cohn-Bendit a la double nationalité allemande et française. C'est un précurseur maastrichtien. Alors lui, il dit, il a déclaré, avec les 15% de Le Pen, le nazisme est de retour. Ce qui montre déjà le sérieux. Alors c'est le sérieux des arguments présentés recensés dans ce bouquin, et ça éclaire parfaitement le contenu du livre. Mais je crois que le plus beau, quand même, que j'ai vu, c'est une affiche que je suis en train de chercher là, et qui a été faite par des lycéens, dans laquelle on lit une espèce de résumé du programme de Jean-Marie Le Pen, tel que les lycéens sont invités à le méditer. Alors évidemment, on a tendance à dire, je crois que c'est Jospin qui voulait que 80% des lycéens, enfin des jeunes Français finissent bacheliers, et il y en a d'autres qui disent que les jeunes sont analphabètes, qu'ils ne savent pas lire, qu'ils comprennent rien à rien, et qu'on est parfaitement en droit de leur contester la qualité d'intellectuels. Alors, voilà cette affiche. Affiche apposée dans les lycées par des lycéens antifascistes. Alors, je vais vous lire cette affiche. Méfiez-vous de ce fanfaron fielleux, de son discours xénophobe. Alors, le discours xénophobe, c'est « à mort les nègres, à mort les arabes, à mort les youpins, à mort les jaunes, la peine de mort, des camps et des étoiles de couleur pour les immigrés, bientôt bombardement de certaines villes pour se venger, la torture, etc. Le Pen ne nous apportera que misère, peur, souffrance, violence, confusion. Son discours déshonore la France.
c'est un malin. Oui, mais j'ai voulu publier tous ces tracts parce que on ne peut pas se rendre compte du mal que cela fait. Il ne faut pas se tromper qu'aux dernières élections, avant le référendum, la CFDT, entre autres, avait sorti un paquet de tracts qui ont été bien diffusés, bien boîtés, et c'est pour ça que je dis toujours au front que le boîtage est très 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 important. Hein, mais moi je parle de tracts bien faits. Eux, les gens de la CFDT ou du Parti communiste révolutionnaire, c'était pas des tracts très bien faits, c'était des tracts un peu loufoques, mais ils nous accusaient de n'importe quoi. Ils nous accusaient de n'importe quoi, tout ce qui leur passe par la tête. Eh bien, une personne par-ci, une personne par-là qui croit ce genre de sornette, à la fin, ça fait des milliers, des dizaines de milliers de voix. Et quand on voit les affiches, parce que les photos qui sont là sont des reproductions d'affiches, de grandes affiches, hein, certaines d'un graphisme qui n'est pas mauvais d'ailleurs. Bon, ça tourne toujours autour des camps de la mort, autour de Le Pen Adolphe et tout ça. Enfin, c'est une litanie sans fin. À tout jamais, eux, c'est la résistance, c'est le grand cœur, c'est la générosité. Nous sommes des gens exécrables et tout ça. Et le plus dramatique, comme je le disais tout à l'heure, c'est que les déclarations, les affiches et les tracts de ces louvetingues sont repris plus ou moins officiellement par les partis traditionnels, par les télés, par les radios, par le RPR, par le PR, par monsieur Seguin, par monsieur Pasqua, par monsieur Toubon, par tout ce beau monde qui prennent exactement fait et cause pour toutes les déclarations que font ces gauchistes ou ces gens totalement débiles. Alors, il y a un exemple de manipulation mentale qui est donné dans ce livre. C'est la couverture, c'est la une du numéro 1 de Maintenant. À mon avis, d'ailleurs, ça a été le seul numéro parce que c'était un magazine très luxueux qui était de gauche. Oui. J'ai pas le souvenir d'avoir jamais vu le numéro 2, auquel collaboraient Yves Maurouzi, Jean Edernalier, François Zenakis, Jacques Vergès, Didier Bétourné, Félix Guattari, Pascal Bruckner, bien entendu Monseigneur Gaillot. Ça veut dire qu'un journal de gauche ou un journal de PD sans Monseigneur Gaillot, il peut pratiquement pas sortir. Ça serait un manquement terrible à la règle. Donc là, il y avait Monseigneur Gaillot, on est rassuré. Et alors à la une, on voyait une mosaïque de portraits avec Idi Amin Dada, Mao Tse-tung, Brejnev, l'assassin Carlos, l'ayatollah Khomeini, enfin tout, ça s'appelait Les Méchants. Et à la fin, il y avait deux portraits, un portrait de Jean-Marie Le Pen, donc qui est assimilé à il n'y a pas Fidel Castro en revanche. L'un des plus grands tueurs de la planète n'a pas bénéficié de cette une. Alors il y a Jean-Marie Le Pen et à côté Ceausescu, et de l'autre côté le virus du sida. Oui. Voilà. Ça donne une idée de ce que ces gens-là ont dans la tête. Alors, mais enfin, il est bien sûr et certain que tout ça n'est possible que parce que la droite molle a prêté son concours à cela. Si ces gens avaient dit depuis longtemps que ça commençait à bien faire, mais au contraire, ils ont emboîté le pas et ils nous servent exactement, un peu plus intelligemment, c'est vrai, mais ils nous servent exactement la même chose. Mais je crois que je suis content que ce bouquin soit sorti parce qu'il y a là-dedans tout un tas de documents qui disparaîtront, d'affiches qui disparaîtront, et là quand même c'est publié, il y a plusieurs milliers de livres qui ont été tirés, ce livre se vend très bien, et je pense que les gens l'auront dans leur bibliothèque, ça restera quand même un témoignage pour l'histoire. Et il y a un chapitre, enfin une annexe, qui est une annexe très intéressante, parce qu'on pourrait dire, oh, vous nous embêtez, vous êtes tout le temps en train de pleurnicher. Bon, c'est vrai que Le Pen, il se fait agonir d'injures, mais après tout, il n'en meurt pas. C'est vrai qu'il n'en meurt pas. Lui, non. Et voilà ce qu'on lit dans l'annexe. Le résultat, naturellement, de ces campagnes de diffamation, de calomnie, de dénonciation, de délation, qui dénoncent les militants nationalistes comme des cibles, parce que c'est ça la vérité. Le résultat, on le voit alors. Je vais vous lire un petit peu le recensement. Janvier 86, Paris 17e, une jeune militante du Front National est heurtée lors d'un collage par une voiture. Février 86, lors d'un collage Front National, Yves Le Cab est traîné sur 20 mètres par une voiture. Mars 86, Beaucaire, pour avoir dit « Je vote Le Pen », Patrice Den est frappé à coups de bouteille par deux maghrébins et décède de ses blessures. Mars 86, à Saint-Gilles,
Pierre Fauchard a voté Le Pen, il est assommé puis frappé à coups de pied par des Maghrébins jusqu'à ce que mort s'en suive. Mars 86, Val d'Oise, Gilbert Cottinet, tête de liste du FN, est la cible de coups de fusil à lunettes sur son appartement. Mars 86, des manifestants d'extrême gauche lancent des cocktails Molotov et des billes d'acier à l'entrée d'un meeting de Jean-Marie Le Pen. Mars 86, Vincennes-Turmer, magasin vidéo de Gilbert Mercadal, candidat FN, est détruit par un attentat à l'explosif. Décembre 86, à Gennevilliers, des militants sont agressés pendant un tractage. Mars 87, à Aix-en-Provence, un attentat à l'explosif contre les locaux. Avril 87, à Marseille, des manifestants sont victimes de jets de bouteilles. Un automobiliste africain fonce sur la foule en voiture. Juin 87, Villejuif, une trentaine d'immigrés attaquent 4 colleurs d'affiches. Une militante est blessée aux jambes. Juillet 87, une grenade défensive est jetée sur un restaurant d'Orsay qui abrite des réunions du Front National. À Saint-Ouen, collage FNJ, des Arabes attaquent les colleurs à la barre de fer et au tesson de bouteille. Cergy-Pontoise, conférence sur la non-violence tenue par Monseigneur Gaillot. Ce dernier fait expulser Manu Militari Bernard Anthony, qui était venu lui apporter la contradiction. C'est une conférence sur la non-violence, tenue par Gaillot évêque. À Chambéry 87, un commando d'immigrés agresse les élus du Front National. Décembre 87, l'avion qui conduit Le Pen à Fort-de-France est détourné. Décembre 87, les locaux de National Hebdo sont mis à sac par le commando de l'organisation juive de combat. Février 88, Jean-Paul Mess, adhérent du Front National, est agressé à coups de fusil. Mars 88, Jean-Pierre Chénardi et 9 militants FN sont victimes d'une agression par 300 militants communistes conduits par le camarade Germain, président du Conseil général du Val-de-Marne. Ils font 3 blessés. Mars 88, Tours, lors d'un meeting FN, des manifestants attaquent les participants. Un homme de 82 ans est tué. Mars 88, à la tête d'une bande d'opposants, Michel Charzat, député PS, agresse à la bombe lacrymogène Jean-Marie Le Pen. Mars 88, un militant du Front National qui avait été emprisonné à la suite d'une rixe est torturé par ses co-détenus maghrébins, hématome, plaie, poignet gauche brisé, brûlure de cigarette. Enfin, il y en a 30 pages, jusqu'à mars 92. Raoul Rakitic, candidat du Front National, est agressé par des maghrébins, menacé par le canon d'un pistolet qu'on lui enfonce dans la bouche. Un coup est tiré, qui dérape derrière l'oreille et rend Raoul Rakitic sourd définitivement. Il est bien sûr qu'il en manque, là. Il en a mis le maximum, mais il en manque. Entre autres, on a oublié les voitures brûlées. Les voitures brûlées au BBR, au parking du BBR, mais il en manque beaucoup. Voilà, alors c'est un livre très intéressant. D'abord, c'est vrai qu'on ne peut pas se retenir de rire quand on voit certaines pages, parce que la démence de certaines affiches, le côté complètement fou, est irrésistible de drôlerie, mais aussi c'est très édifiant, parce qu'il y a ça, et puis tout à la fin, il y a une autre annexe qui donne tous les procès que Le Pen a eu à subir, ou a engagé lui-même contre ces diffamateurs, et j'en ai parlé la semaine dernière avec maître Georges-Paul Wagner, et c'est très intéressant de voir que quand même dans ce pays où tout fout le camp, il reste des juges droits qui disent non, on ne peut pas condamner M. Le Pen pour des choses pareilles, qui refusent de condamner, et qui disent en revanche, ces diffamateurs, on les trique parce qu'il n'y a pas de raison, Le Pen est un homme qui a autant de droits que n'importe qui d'autre, et il reste des juges pour dire ça, c'est plutôt... J'ai entendu avec plaisir aujourd'hui que M. Rocard avait été inculpé pour avoir insulté Jean-Marie Le Pen au sujet de son combat pendant la guerre d'Algérie. Ouais. Alors quand on pense quand même que M. Rocard était porteur de valise du FLN, c'est quand même tout ça est quand même un peu incroyable. Alors, avant de passer au bouquin de Samuel Maréchal, je voudrais répondre à une auditrice qui dit à propos des Maliens transportés en taxi. Elle nous dit, les employés qui doivent être à 5 heures à chaque arrondissement devant les garages de la voirie où ils travaillent ne peuvent pas se lever à 2 heures du matin quand ils n'ont pas de voiture pour aller à pied. C'est parfaitement vrai, madame, vous avez tout à fait raison. Mais comment font les autres ? Parce que, sauf erreur de ma part, il n'y a qu'à Ville-l'Abbé que le préfet a fait mettre à la disposition des Maliens des taxis pour aller travailler le matin. Moi, quand j'étais jeune ouvrier, je travaillais dans la société Sol Étanche, que je me levais à 4 heures du matin pour prendre mon service sur les chantiers à 7 heures,
eh bien, personne ne s'occupait de savoir si j'allais à pied travailler ou si j'avais une bicyclette. Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, j'avais 16 ans, je travaillais aux usines SKF, aux usines de roulement à billes, hein, de l'autre côté de Paris. Hein, c'était de... Ah, bon sang. Enfin, j'avais tout Paris à traverser. J'habitais Courbevoie et j'allais travailler à 7 heures du matin, exactement à l'opposé. Voilà. Et à l'époque, à Vitry. Moi, j'allais à Vitry. On aurait peut-être dû demander au préfet. Après, tout rien ne nous dit qu'il nous aurait pas accordé un taxi tous les matins. Moi, j'ai eu, pour aller en cours quand j'étais dans l'éducation nationale, le jeudi après-midi, je prenais le stop. J'y allais en stop. Oui, tous les jours, c'est un petit peu compliqué. Donc, ce qui nous scandalise, c'est pas du tout que des ouvriers prennent un taxi pour aller travailler. Ce qui nous scandalise, c'est que la préfecture de police ne paye ces taxis que aux ouvriers maliens. Si la préfecture de police veut payer des taxis à tous les ouvriers français qui sont obligés de partir de chez eux à 5 heures du matin. Si cette dame trouve que c'est normal, elle peut nous éviter de critiquer en payant elle-même. Moi, je critique que ce soit le préfet qui donne le taxi avec l'argent des contribuables. Mais si des Français veulent que les ouvriers maliens aillent au boulot en taxi tous les matins, moi, je suis d'accord qu'on leur envoie les factures et qu'ils les règlent. Il y en aurait facilement 30%. Voilà. Alors Samuel Maréchal. Oui, parce que, je dis oui parce qu'une auditrice passe un message en disant que justement Cohn-Bendit dont on parlait à l'instant va présenter le journal du soir à 20h sur la chaîne Arte. Mais ça n'a rien pour m'étonner parce que j'ai fait l'acquisition du câble pour des raisons professionnelles, donc j'ai l'avantage d'avoir vu Arte depuis quelques mois parce que c'est diffusé sur le câble. Et je vous garantis que le jour où ça va sortir sur le réseau hertzien, ça va provoquer un cataclysme. Un cataclysme. Parce que alors, quand les téléspectateurs vont voir par quoi on remplace la 5, qui est une chaîne de loisirs, quand ils vont voir ce que c'est qu'Arte, alors il va y avoir une révolution. Parce que ah non, mais Gaucho, c'est terrifiant. L'autre jour, j'ai vu un truc, comment appelle-t-on ça? Quel est le nom déjà de cette espèce de manifestation théâtrale spontanée, improvisée ça a duré un happening. Ça a duré 2h30. Pendant 2h30, j'ai vu des messieurs en smoking et des dames en robe du soir se traîner par terre, se trémousser, transporter des briques d'un bout à l'autre de la salle, s'envoyer des sauts de peinture à la figure, se plotter, s'entre-chevaucher. Ça a duré 2h30 parce que pendant 2h30, j'ai zappé de temps en temps pour voir si ça continuait, et ça continuait. Donc je pense que l'employé de SKF, tu vois, Roger, quand il va rentrer chez lui le soir, après à Courbevoie, après avoir traversé Paris, et qu'il va allumer Arte, et qu'il va savoir que sa redevance sert à payer les timbrés qui font ça, il va descendre dans la rue. J'espère beaucoup d'Arte. Je souhaite vraiment que cette chaîne soit diffusée très très rapidement sur le réseau hertzien, parce que on va enfin, comme je pense que la télévision, je vous rappelle qu'en 68, ce qui a fait basculer le mouvement, ça a été ça a été le rétablissement de la distribution d'essence. Donc, on peut espérer qu'en 92, qui va provoquer la révolution, la sainte révolution, ce sera la diffusion du réseau Arte, enfin de la chaîne Arte. Parce qu'il semble qu'il n'y ait plus que la télévision qui intéresse les Français et qu'ils soient capables de les faire sortir. 6 heures par jour. 6 heures par jour, ouais. Qu'ils soient capables de les faire sortir de leur gond. Alors là, ils vont avoir de bons motifs. Bon, pour ceux qui ne regardent pas la télé et qui peuvent lire, alors il y a une chose à lire qui est une belle réalisation, ça s'appelle Terre en vue. Et c'est sous-titré Feuille de route des jeunes du Front National. D'où vient cette idée? C'est une revue en fait, c'est une espèce de... C'est un recueil de textes qui vise à donner à l'ensemble des jeunes militants et puis aussi à nos aînés quelques bases de formation et d'information. Et puis on a eu la chance d'avoir le concours et tout particulier de Jean-Marie Le Pen qui, pour sans doute la première fois, raconte une période de sa jeunesse d'une façon plus vécue, plus vraie. Sa période de quartier latin en nous rappelant ses rencontres avec quelques hommes politiques, ses soirées de jeunes étudiants.
Nous avons donc fait ça. Alors ça a été aussi un petit miracle pendant la tournée des plages. Nous avions commencé 15 jours avant de partir et nous l'avons fini pendant la tournée des plages. Et ce qui est très drôle, c'est que Jean-Marie Le Pen, que nous avions vu fin juillet, annonce dans son interview qu'il allait faire inculper Rocard dans l'affaire. Et surtout le traite de Tartuffe, de Croix-Croix, Corbeau, je pourrais le retrouver si vous voulez, il se rappelle Rocard. Les auditeurs vont lire, il y a des choses très amusantes dans cette interview, parce qu'il parle donc de sa jeunesse, et il raconte comment on lui dit mais vous étiez bagarreur. Il dit mais non, pas tellement, les bagarreurs en réalité se bagarrent rarement, ils n'en ont pas besoin, leur réputation suffit. Et c'est tout à fait vrai. Et alors il explique que 2 journalistes de Libération qui écrivent un livre sur lui ont entrepris des investigations très approfondies, puisqu'ils sont même jusqu'à aller à la Trinité récupérer les comptes rendus du conseil municipal de la Trinité, parce que en 1942, quand le père de Jean-Marie Le Pen, qui était patron pêcheur, était conseiller municipal, il y avait eu un vote pour savoir s'il fallait mettre le portrait du maréchal Pétain ou retirer le portrait du maréchal Pétain dans la salle des Libérations. Et alors ils voulaient savoir, les journalistes de Libération, comment le père de Jean-Marie Le Pen avait voté au moment de savoir s'il fallait mettre ou pas, ou retirer ou pas le portrait du maréchal Pétain. Je trouve que s'ils enquêtaient par exemple avec le même sérieux sur Mitterrand, je suis sûr qu'ils trouveraient des choses très 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 intéressantes. Vous voyez, je pourrais même leur donner des adresses pour enquêter s'ils veulent. Je parle de Besson là par exemple qui fait cette enquête. Si Besson veut, je pourrais lui donner une adresse en Suisse et le nom d'un homme d'affaires en Suisse qui aura très certainement des choses absolument passionnantes à lui raconter sur Mitterrand. Mais ça m'étonnerait qu'il le fasse, vous voyez. Alors, en tout cas, donc il y a ce papier, cette interview très amusante de Jean-Marie Le Pen intitulée Mes jeunes années. Mais il y a aussi un témoignage qui est, alors lui, doublement amusant, c'est que c'est la reprise d'un article qui avait été écrit en 1963 par François d'Orcival. Alors, pour l'anecdote, lorsqu'on l'a fait lire à Jean-Marie Le Pen, il a beaucoup ri pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a d'énormes fautes de français et d'orthographe dans l'article de d'Orcival. Et la seconde, c'est qu'il y a des erreurs monumentales. On a quand même décidé de la passer, car c'est le témoignage vivant d'une période de la vie de Le Pen, et déjà à l'époque, il était à la pointe du combat, moins qu'on puisse dire. Les fautes d'orthographe, ça c'est des coquilles, puisque c'était un papier qui était paru... Les fautes de français, c'était un papier qui était paru dans les cahiers universitaires. Au lieu de dire Murger, ils annoncent Murgère et Tonus, vous savez ce que c'est, Tonus, oui, mais bon, étudiante. C'est pas bien grave ça. C'était paru dans les cahiers universitaires. Les cahiers universitaires, on peut pas dire que ce soit, même à l'époque, on pouvait pas dire que c'était un modèle de rigueur typographique. Non, mais c'était très bien fait, en revanche, à l'époque. Il faut pas me faire un geste comme ça, il faut me dire, il reste 2 minutes, 1 minute. Ah oui, non, moi j'ai pas la pendule, il me reste 2 minutes à la pendule, vous voyez. C'est la technique qui me fait des gestes pour dire c'est fini, vous pouvez arrêter de parler, c'est terminé. Alors j'arrête de parler. Moi, je voudrais quand même dire que Terre en vue, feuille de route des jeunes du Front National, est en vente et disponible sur simple envoi d'un chèque de 70 francs, qui comprend l'achat du livre plus les frais de port, au Front National de la Jeunesse, 8 rue du Général Tergerie, dans le 16e arrondissement à Paris. Et on voit le militant efficace. Où on peut commander en téléphonant au 47 27 56 66. Voilà. Merci. Merci à toi, Serge.